Ici Folie Douce, le podcast qui parle genre, culture et santé mentale. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Charlotte Casiraghi. Le fait est que quand on est très exposé, quand on est tout de suite ramené très fortement à une identité, à quelque chose qui colle à la peau ou voilà, qui est tellement différent de ce que peuvent vivre d'autres gens et en même temps, ça peut susciter une honte aussi justement d'avoir plus de chance, de se dire comment je peux trouver ma place. Je suis fou. Leave Benny alone! Pas la salpêtrière! C'est des cris qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire. Le dialogue, en fait, Calmez-vous. fait avancer le monde. I'm not angry at all! Je me calme si je veux. Je ne suis pas folle, vous savez. Dans Folie Douce, on aborde parfois des sujets difficiles, même si ça sera jamais graphique, promis. Si vous traversez une période compliquée, n'oubliez pas, vous pouvez appeler le 31 14. Salut tout le monde. Je me suis mis dans mon jardin pour enregistrer cette introduction en espérant que vous entendiez un peu les oiseaux, même s'il est probable que vous entendiez surtout le vent, car il y a beaucoup de vent. Il y a aussi des perce-neige, des primes-verts, des jonquilles, car c'est bientôt le printemps. J'ai enregistré cet épisode avec Charlotte Casiraghi il y a un peu plus de 2 semaines. Et je me souviens, le jour de l'enregistrement, j'avais une migraine carabinée. J'étais épuisée. Alors chez moi, la migraine, c'est toujours un signal d'épuisement. C'est toujours un peu hormonal aussi. Et c'est toujours le signe que mon hyperactivité a été mal canalisée et que je me suis fait des bouchons dans la tête à faire trop de choses. Et d'ailleurs, le lendemain de l'interview avec Charlotte, je suis tombée dans la rue. Je me suis pris les pieds dans mes pieds, si vous voyez l'ambiance. Et je me suis fait hyper mal au coude. Mais ça, j'ai déjà raconté aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter sur Substack, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Si je vous parle de ma migraine de ce jour-là, du jour de l'enregistrement avec Charlotte, c'est que vous me connaissez, c'est intéressant. Parce qu'à peine ai-je entré dans le studio pour retrouver Charlotte que j'ai montré un visage parfaitement souriant, une attitude totalement calme, super professionnelle, extrêmement efficace, qui est en fait mon personnage professionnel, mon personnage impeccable que je dégaine depuis des années à chaque fois que j'ai besoin de faire bonne figure et d'accomplir quelque chose de professionnel alors que je suis au bout du rôle, alors que j'avais littéralement chialé 1 heure dans mon lit le matin même. Et il me semble que c'est un mécanisme qu'on est nombreuses à mettre en place, un mécanisme qui pourrait être une sorte de petite dissociation. Sauf qu'il y a des personnes qui passent des vies entières dans cet état de dissociation, en préférant ou en n'ayant pas conscience de la réalité de la détresse qui peut se cacher sous ce masque social. Et je crois que les femmes sont particulièrement incitées à revêtir ce masque social et à masquer leurs fêlures, leurs failles sous un vernis calme et souriant. Et c'est exactement ce que j'ai lu dans le livre de Charlotte Casiraghi qui vient d'être publié, qui s'intitule « La fêlure ». Dans ce livre, elle révèle de façon assez pudique mais franche ses propres fêlures. Elle nous montre ce qui se cache sous la surface extrêmement souriante et parfaite qu'on connaît dans les magazines depuis qu'elle est toute petite. Si vous connaissez pas Charlotte, elle vient de la famille princière de Monaco et elle est poursuivie par les paparazzis depuis sa naissance littéralement. Et je trouve que quelque part sa situation exacerbe un peu ce que vivent les femmes, cette situation de surveillance absolue à laquelle on est contrainte, sachant que dans le cas de Charlotte, évidemment, les médias s'intéressent énormément à son apparence physique, à sa vie amoureuse, à sa maternité, et qu'elle subit en quelque sorte de façon
hyper visible, toutes ces injonctions qu'on subit en tant que femme. C'est pour ça que son livre est touchant, parce que c'est la démarche de quelqu'un qui a décidé de pas enlever le masque, mais le soulever un peu, nous laisser voir ce qu'il y a dessous. Mais elle nous le laisse voir en l'enveloppant de livres. Je crois que les livres l'ont énormément aidée à comprendre ces fêlures qui se cachaient sous le masque. Elle utilise la littérature, la philosophie et aussi la psychanalyse. Vous allez voir, on parle beaucoup de psychanalyse dans cet épisode et c'est assez rare dans Folie douce et c'est franchement intéressant. Et voilà, je suis très heureuse de partager cet épisode avec vous aujourd'hui. Moi, ça va mieux. Mon coude va mieux. Et il y a des jonquilles dans le jardin, quoi. Bonne écoute. Je vous retrouve de l'autre côté avec Charlotte Casiraghi. Non, donc on va éviter ça. On va éviter. Mais sans évidemment cacher le fait qu'on se connaît bien et que je sais qui tu es. T'es prête ? Yes. Alors, go. On est parti. Charlotte Casiraghi, vous êtes la présidente des Rencontres philosophiques de Monaco, un visage que la France entière connaît depuis l'enfance et l'autrice d'un premier ouvrage intitulé La Fêlure aux éditions Julliard. Ça fait longtemps que je vous connais, Charlotte, et je suis vraiment super contente que vous soyez là. Avec La Fêlure, vous m'avez bluffée. Par la précision délicate de votre écriture d'abord, mais aussi par le courage qui s'en dégage. C'est courageux de venir craqueler, presque fendre, une image qu'on aurait voulu plutôt lisse. C'est un acte de bravoure que de venir saupoudrer d'un voile d'obscurité les paillettes, le thème de votre dernier et malicieux chapitre. Dans ce livre, vous vous penchez, en philosophe, votre formation universitaire, sur la rugosité de la vie. Mais il est au fond plus question de littérature que de philosophie dans votre texte. Vous traquez les infractuosités chez de nombreux auteurs, de Fitzgerald, à qui vous avez emprunté le titre du livre, à Balzac, Colette, Maya Angelou, Marguerite Duras, parmi de nombreux autres auteurs et autrices. Ces infractuosités s'appellent alcool, deuil, dépression, mélancolie, conflit, rupture et résilience. Et quand on lit entre les lignes, quand on écarte un peu la littérature et la philosophie qui abondent à chaque page, on comprend que chaque chapitre est une façon de vous révéler un peu vous-même et ainsi de nous révéler aussi beaucoup tous et nous toutes. Il y a de l'universel dans le récit et malgré votre statut social qui pourrait laisser croire qu'il y a un fossé entre vous et le monde, vous désignez le fossé et vous le comblez dans un geste très vaste. Un geste aussi que j'imagine longuement mûri, très abouti, et j'ai envie de savoir ce qui vous a guidé au moment de le formuler. Mais avant toute chose, comment ça va aujourd'hui, Charlotte ? Genre, ça vraiment. va très bien. Ça va bien. Non, vraiment, ça va très bien. Je suis vraiment très, très heureuse de partager mon livre et qui, je crois, est un long cheminement. Ça a mis du temps et donc il y a toujours... une grande joie de partager en fait ce qui m'a animée depuis plusieurs mois. Oui, depuis des années même, Ouais. parce que j'ai vu une interview, je crois, de 2012, si je ne me trompe pas, où vous employez déjà ce mot de fêlure. Vous disiez votre fascination pour cette thématique de la fêlure, et je me suis dit, waouh, elle le porte vraiment depuis longtemps, ce texte en elle. Oui, je crois que... j'avais depuis très longtemps en fait exploré par la littérature plutôt que par la philosophie cette question de la fragilité. Et c'est en fait la rencontre avec ce texte de Fitzgerald qui a vraiment resserré mon questionnement et j'ai fait le choix de ne pas me lancer dans une thèse de doctorat en philo en traitant ce sujet-là de manière universitaire et j'ai voulu en fait faire des portraits. Je crois que j'aime beaucoup faire des portraits. Des portraits d'auteurs, d'autrices. Et ça, la différence entre la littérature et la philo, pour moi qui ne suis pas philosophe, c'est que c'est plus incarné dans la vie. C'est-à-dire que dans la littérature, on rencontre beaucoup plus de quotidien, en fait. Et c'est ça que je trouvais touchant dans vos pages, c'est qu'on croise des mères, des amants, des choses qui sont très ancrées dans le réel.
Oui, enfin, c'est vrai que la philosophie aussi, elle peut être très concrète, elle peut partir d'intuitions de gestes du quotidien, de situations tout à fait banales. Mais c'est vrai que la langue, en tout cas, dans un roman, par exemple, ou dans la poésie, il y a un régime peut-être d'intensité qui n'est pas tout à fait la même et qui peut-être vient nous chercher un peu plus en profondeur parfois que dans l'aridité des concepts où on n'arrive pas forcément à s'identifier, je crois, Ouais. autant. L'identification, je ouais, pense que c'est je un pense thème que c'est très ça fort. qui est En fait, important. on vous voit vous identifier aux personnages des livres dont vous parlez, et puis on s'identifie aussi à vous en tant que lecteur. Donc il y a une espèce de transfert qui est intéressant qui se produit dans cet exercice. Oui, et puis c'est surtout, en fait, c'est pas tellement. On peut s'identifier à Fitzgerald qui confesse son alcoolisme sans être alcoolique, en fait. Nécessairement, où on peut s'identifier à Marguerite Duras sans avoir vécu une enfance comme la sienne, en fait. C'est parfois certains parcours de vie qui peuvent être peut-être plus extrêmes que le nôtre, peuvent nous amener à réfléchir sur des choses qui peuvent être plus discrètes en nous, mais il faut peut-être éviter d'attendre que ça devienne justement une fracture pour appréhender sa propre fragilité. Donc, C'est la délicatesse de la fêlure. Donc la fêlure, c'est le titre d'un recueil de nouvelles et d'une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald qui date de 1936. Et il commence quand même par cette phrase « Toute vie est bien entendu un processus de démolition ». Il y a quand même une perspective assez sombre dans cette idée que la vie n'est que destruction ou délitement. Alors, cette phrase, on peut l'entendre effectivement d'une manière assez tragique et sombre, et en même temps, il y a une vérité dans cette phrase où on peut le prendre, ne serait-ce que d'un point de vue biologique. Personne ne sera en contradiction avec le fait que notre corps s'use et se délite progressivement. Alors, c'est pas très agréable d'y penser comme ça, mais voilà, c'est une réalité de la condition humaine, c'est-à-dire qu'on est amené à perdre les gens qu'on aime, on est amené à souffrir physiquement. Personne ne peut être épargné par ce processus de démolition. Et c'est pas parce qu'on le regarde lucidement qu'on est nécessairement malheureux ou condamné justement à contempler cette destruction. C'est pour ça que l'art est là, justement. C'est parce que la vie est un lent processus de démolition qu'on est amené vers la création. Sinon, c'est comme ça qu'on peut le voir aussi. Et dans cette nouvelle aussi, il y a, en fait, en anglais, c'est « the crack up ». Et, pas le même sens que fêlure, en fait. Voilà, et il y a aussi cette idée que c'est un peu le signal, quoi. C'est le craquement qu'on entend, qui a un bruit plus ou moins conscient, mais qui nous signale qu'on est sur la pente descendante, que quelque chose va moins bien, qu'on va vers la dépression. Est-ce que ce craquement, vous savez l'entendre en vous? Est-ce que vous avez une faculté à repérer le signal qui fait dire que là, ça va un peu moins bien que d'habitude ou qu'hier? Je pense qu'on peut-être, avec le temps, on apprend à mieux se connaître, et puis selon les épreuves qu'on a pu vivre, oui, on est parfois plus à même de reconnaître quand ça craque un peu. Mais je crois que ce que Fitzgerald nous dit, c'est que on est souvent pas très lucide vis-à-vis de soi-même, et je pense que j'arrive à plus facilement dire de moi-même que je sais le sentir chez les autres. C'est quelque chose qui m'habite. Je ressens, je crois, je suis assez poreuse à la fragilité des autres. Et en même temps, je pense qu'on n'est pas toujours à même de voir ce qui nous fragilise de l'intérieur. Que c'est pas... il y a un aveuglement quand même, parce qu'on est ainsi fait qu'on s'adapte, on essaye de fonctionner. Et tant que ça tient, on continue. Donc, c'est ça qui est un petit peu difficile. Et puis, notre société, enfin, en tout cas, le monde contemporain nous pousse tous un petit peu vers une forme de suradaptation où on n'est pas toujours à même de prendre le temps de prendre conscience de ces craquelures. J'ai noté un long passage de votre préambule que je trouve en fait
ce courage dont je parlais dans l'introduction, il est dans ce préambule où vous faites pas semblant de ne pas être qui vous êtes et de pas écrire d'où vous écrivez. Je pense que c'était fondamental aussi pour que ce livre existe. Et vous dites, j'ai toujours oscillé entre le désir de me cacher ou de m'exposer pour déjouer les préjugés. Et je me suis demandé avec ce livre, lequel des deux gestes vous effectuez? Est-ce que vous vous cachez ou est-ce que vous vous exposez? Ou est-ce que vous avez trouvé peut-être un compromis entre les deux? Je crois qu'on n'est pas obligé de choisir, en fait. Justement, la fêlure, c'est le jeu entre les deux. C'est la cassure, l'effondrement. Là, il n'y a plus de possibilité de se cacher. On ne peut plus fonctionner. Donc, je crois qu'on peut être entre les deux. On peut à la fois se révéler et se cacher en même temps. Et c'est ce que la littérature permet. Elle permet ce jeu, puisque par des personnages, par une histoire, par une atmosphère, voilà, on peut à la fois dire des choses de soi tout en les cachant. Voilà, il y a aussi une ruse dans le texte littéraire. Donc, on ne sait pas où est tout à fait l'auteur. Et c'est pour ça que je trouve que c'est... Oui, j'aime bien être entre les deux. En fait. Ouais. Et ce livre m'a permis de trouver une manière de me tenir entre les deux. Oui, complètement, parce que ça reste un essai. Il y a un jeu qui est le vôtre, qui est celui de l'essayiste, de l'autrice. Je veux dire, Charlotte, elle existe dans ce livre. L'autrice Charlotte, elle est là, elle est présente et elle se révèle un petit peu, peut-être d'une façon aussi, plus que vous n'avez jamais pu le contrôler dans d'autres récits. Oui, je pense qu'il y a des choses de moi qui sont très personnelles, qui sont dans ce livre. Il y a ma voix, il y a voilà, des choses qui me sont arrivées. Et en même temps, c'est par fragments. C'est pas ma petite histoire personnelle que je raconte dans le livre. Et c'est peut-être quelque chose... Voilà, la littérature, pour moi, c'est aussi devenir autre. C'est aussi se métamorphoser au contact des textes et de rentrer aussi dans la peau d'un personnage, dans une trajectoire de vie dans laquelle on peut s'identifier. Donc, on se transforme sans cesse au contact, je trouve, des auteurs et des textes. Et oui, puis il y a aussi les questions du deuil aussi dans le livre. Et le deuil, c'est aussi une expérience d'étrangeté, de perte qui brouille nos propres frontières. Et on ne sait plus... où on est nous et l'autre, qui parle de l'autre en nous. Et donc, c'est un peu cette porosité qui est dans le texte que j'ai voulu garder et qui fait que, à la fois, j'ai l'impression d'avoir livré des choses personnelles et en même temps de pas non plus savoir qui je suis vraiment. Je crois que c'est une quête incessante. C'est pas, voilà, il n'y a pas de définition stable. J'ai eu l'impression que vous vous enrouliez aussi dans la littérature, enfin voilà, en convoquant Duras, Colette, Maya Angelou, vous faites comme une espèce de coque de protection aussi autour des passages qui sont plus brefs et effectivement assez elliptiques, qui vous concernent directement. Je trouve que c'est une bonne idée en fait de prendre de grandes autrices et auteurs d'ailleurs comme bouclier de protection. Oui, c'est un abri aussi, je crois, parce que peut-être c'est le sentiment que pour moi c'était difficile c'est pas de trouver ma place, mais c'est plus le fait est que quand on est très exposé, quand on est tout de suite ramené très fortement à une identité, à quelque chose qui colle à la peau ou voilà, qui est tellement différent de ce que peuvent vivre d'autres gens et en même temps, ça peut susciter une honte aussi justement d'avoir plus de chance, de se dire comment je peux trouver ma place et arriver à faire en sorte que ça soit pas des mondes séparés et que la littérature, c'est peut-être un endroit où, pour moi, les frontières étaient plus mobiles, où je ne me sentais pas séparée des auteurs que je lisais. Je sentais que il y avait quelque chose qui permet de se relier à d'autres existences que la nôtre. On y est accueilli dans un livre. On n'est pas sommé de se définir ou d'être assigné à un territoire. On peut
traverser le temps, traverser les milieux, les époques, les cultures. Il y a cette hospitalité du texte littéraire que je trouve, qui m'a peut-être, moi, permis de me sentir à l'abri aussi du jugement et des préjugés. Et c'est toujours quelque chose avec lequel il faut se débattre, d'être toujours ramené à son origine, à son physique, à sa famille. Il faut trouver une manière de créer des ponts aussi. Et la littérature, ça a été ça, quoi. Je voulais quand même vous poser une question sur la blessure personnelle qui a pu causer en vous ce regard qui est posé sur vous depuis toujours. Est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, que vous subissez encore et que je pense est peut-être devenu plus universel avec les réseaux sociaux aujourd'hui? Autant à l'époque de votre grand-mère, c'est quelque chose qui concernait vraiment une poignée de femmes sur Terre. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des jeunes filles de 12-13 ans qui se trouvent exposées sur les réseaux sociaux, qui se trouvent harcelées, qui se trouvent scrutées, critiquées et qui sont poussées à bout. Est-ce que, est-ce qu'il y a j'allais dire un conseil, c'est pas du tout le bon mot, mais une réflexion ou quelque chose qui vous vient en tant que personne qui connaît bien ces situations-là pour... Alors, je crois justement qu'en fait, bizarrement, du fait de l'avoir vécu depuis très jeune ou d'avoir aussi vu ma mère le vivre aussi, d'avoir été scrutée dans des moments qui sont quand même pas... quand on est en deuil et qu'on vous photographie tous les matins, c'est quand même une chose qui est insupportable. J'ai plein de souvenirs de moments où c'était quand même assez pénible, de gens qui viennent fouiller dans les poubelles pour essayer de trouver quelque chose à raconter. Je rigole pas, ça existe. Donc, je pense que peut-être, du fait d'avoir vécu ça, ça fait que je m'en méfie et je le vois depuis longtemps. Donc, je suis peut-être moins sensible que d'autres c'est pas moins sensible, mais plus dans un recul par rapport à ça. C'est-à-dire que je me dis, mais de toute façon, c'est pas moi, en fait. Cette image, c'est pas... Parfois, je remarque même pas forcément que les gens me regardent dans la rue, parce que cette personne qui regarde, c'est pas moi. C'est une image, c'est quelque chose qui est un fantasme, mais ils me connaissent pas. Je reste quand même une inconnue pour eux, une étrangère. Ils savent des éléments de ma vie, mais ils ne me connaissent pas. Donc, quelque part, c'est pas moi, cette personne, en fait. Donc, du coup, je me dis, s'ils portent un jugement à partir d'un truc, d'une photo, d'un commentaire, d'extrapoler, de toute façon, je me dis, je pense dans ma tête, cette personne, c'est pas moi. Et ça, il y a rien qui justifie d'exposer quelqu'un à son insu, dans sa vie intime, où c'est toujours une violence. Et qu'on n'a pas, il faut pas l'accepter. Et c'est pas parce que on peut avoir une existence publique ou que les gens vous reconnaissent qu'on a le droit de le faire. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est difficile à contrôler et qui peut avoir, des effets. Et puis après, il y a aussi tous les préjugés misogynes. Ça, c'est effectivement un truc où je suis toujours surprise de voir à quel point on peut réduire facilement une femme à son physique ou à sa vie sentimentale, et à quel point ça peut intéresser les gens, comme l'exemple de George Sand que je prends dans le livre, où pendant longtemps, on n'a pas tellement parlé de ces textes. Et de trouver sa place. Je sais qu'on a une passion commune pour Claire Marin, et en vous écoutant, j'avais l'impression que vous alliez à tout moment dire être à sa place, parce qu'en fait, c'est aussi ça, il y a la place qu'on vous assigne de naissance, on est chacune placé à un certain endroit de la société sans le choisir. Puis il y a la place qu'on se crée, la place qu'on se fait. J'ai l'impression qu'avec ce livre, c'est un petit peu ça que vous nous dites, quoi. Voilà le nid que je me suis constitué, et on vous voit aussi d'ailleurs dans des engagements que je pense les gens connaissent pas, par exemple auprès d'enfants hospitalisés en pédopsychiatrie, auprès de jeunes femmes notamment souffrant de troubles du comportement alimentaire, et vous avez vraiment accordé une vraie réflexion à la santé mentale, aux soins, à l'accompagnement des enfants, des adolescents. Et ça, c'est aussi beau de voir votre parole se déployer dans ce vécu intime. Parce que ce que je trouve, ce qui m'a vraiment plu dans vos pages, c'est que vous vous placez pas en experte,
Vous décrivez l'anxiété qui est la vôtre avant de rencontrer ces jeunes femmes, la crainte de ne pas dire le bon mot, de ne pas savoir accueillir leur récit correctement ou déclencher leurs paroles. Et cette vulnérabilité-là, je trouve qu'elle est très authentique et elle fait du bien en fait à entendre. Dans un dispositif de soins, effectivement, il faut une confiance dans la personne qui soigne ou qui est là justement pour accueillir une souffrance. Et en même temps, cette confiance, elle est toujours très, très, très fragile. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va de soi, en fait. Et que ce que j'ai pu observer en pédopsychiatrie, c'est que la singularité d'une souffrance, c'est toujours un défi parce qu'on ne peut pas... il n'y a pas c'est pas un test sanguin qu'on fait et on sait exactement ce qu'il faut faire. Et bien sûr qu'il y a des protocoles de soins, il y a évidemment énormément de données cliniques, il y a plein de choses qu'on peut évidemment, qui sont des appuis scientifiques, mais ça reste toujours difficile et que quelque part l'expérience que j'ai pu faire à cet endroit-là amène aussi à accepter qu'il y ait quelque chose parfois d'assez mystérieux dans ce processus-là et même pour la personne qui va bien et qui vient justement apporter quelque chose. On ne sait pas comment ça va nous transformer, on ne sait pas ce qui va se passer en rencontrant la souffrance d'un autre et que il faut... ça demande aussi de ne pas s'accrocher à un savoir trop enfermant, quoi. Et donc... moi, je me suis dit, je vais commencer par leur raconter des histoires, en fait, et que c'est le point de départ pour créer quelque chose. Et par leur lire un poème de Maya Angelou. Voilà, et raconter surtout sa trajectoire de vie et comment elle a pu être amenée à vivre des traumatismes, des échecs, des moments... éblouissant et que c'est une vie elle est longue et elle il y a cette possibilité de prendre d'autres chemins et que quand on a 15-16 ans rien n'est joué, il y a encore tellement de possibles et donc je trouve que c'était important de leur raconter l'histoire de ces femmes à partir desquelles on a tissé une réflexion sur le corps, sur la féminité, sur la mélancolie, mais il fallait donner de la chair. Et cette anxiété qui a été la vôtre face à elle, vous l'expliquez comment ? Parce que on ne sait pas comment... en tout cas, moi, je ne savais pas comment elles allaient recevoir ce que j'allais leur dire. Je ne savais pas ce que ça allait leur faire. Je ne savais pas si elles étaient vraiment intéressées. Je suis partie... pas du tout dans l'idée que je saurais faire. Je savais même pas si j'étais capable. Et puis surtout, en tout cas dans le cadre des troubles du comportement alimentaire et des troubles de l'humeur à l'adolescence, il y a un fonctionnement très défensif. Il y a une grande difficulté à entrer dans le dialogue, à sortir du contrôle. Elles sont parfois très angoissées à l'idée de s'exprimer en étant plus... en laissant parler leurs émotions, leur manière d'interpréter un texte. Il y a tout de suite quelque chose de très scolaire, de la peur de mal faire, un perfectionnisme qui peut être assez difficile à surmonter. Et donc, il peut y avoir beaucoup de silence. Et le silence, c'est toujours... difficile et donc il faut savoir habiter ce silence-là, il faut savoir aussi ne pas exiger qu'elle participe, donc il faut pas avoir peur des blancs, il faut
voilà, il faut y mettre beaucoup de vitalité, quoi. Mm. Donc, ça a convoqué aussi ma propre vitalité à ce moment-là, quoi. Ouais, c'était un exercice exigeant. Voilà, c'était un exercice exigeant. Et en même temps, dans les adjectifs que vous employez, j'entends comme un miroir aussi, parce que ce perfectionnisme, cette volonté aussi de contrôler les choses, c'est quelque chose qui transparaît aussi un peu dans la fêlure, dans ce que vous dites de vous. Ça me fait penser aussi à ce chapitre qui, moi, est celui que j'ai préféré sur Colette et sur le maquillage, Oui. où vous passez de longues pages à vraiment réfléchir aux gestes d'une femme qui cherche à masquer ses fêlures derrière le maquillage et à relisser une image qu'elle sait froisser, mais qu'il ne faut surtout pas que le monde extérieur sache qu'elle a du chagrin. Il ne faut surtout pas que la tristesse se voie. Et ça m'a fait penser à ce qui a dû être pendant aussi une grande partie de votre vie, ce rôle à jouer, d'être, voilà, comme on est toujours photographié, toujours vu, il faut toujours garder la face, quoi. Oui, après, c'est paradoxal parce que, oui, mais je crois que ce n'est pas que seulement quand on est exposé. Je crois que tout le monde, enfin, on est beaucoup à ne pas avoir envie que dans un lieu public, dans un endroit, que les autres nous voient complètement défaits, que c'est quelque chose qui, voilà, qui est jamais très agréable de s'exposer dans sa douleur aux autres, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, si c'est quelqu'un de très proche ou dans l'intimité, on sait qu'il y a une certaine bienveillance, mais souvent, voilà, on a peur d'une forme de contagion quand on voit quelqu'un qui va très mal. Tout à coup, on n'est pas toujours capable d'accueillir ça. Donc, je crois que c'est pas que propre à l'exposition. Et je crois que pour le coup, moi, j'étais assez émotive, enfant, adolescente aussi, pas toujours capable justement de retenir mes pleurs ou de faire avec. J'ai un souvenir assez marquant quand je faisais de l'équitation. J'avais participé au championnat de France de poney et moi, j'étais très angoissée. Voilà, des compétitions. Et puis avec un cheval, c'est toujours un aléa quand même assez... voilà, on ne peut pas totalement contrôler du tout ce qui va se passer. Et j'arrive pour la première épreuve et il y avait 15 photographes qui étaient devant la ligne de départ. Et donc moi, j'étais toute petite. Hein, je ne sais même plus, je devais avoir... je pense peut-être 11 ans. Et donc, j'étais complètement pétrifiée. Et donc, je me fais éliminer. Et après, du coup, j'étais en larmes comme tout le monde. C'est-à-dire n'importe qui aurait raté son championnat de France serait en train de pleurer. Et puis, du coup, voilà, c'était assez exposé à ce moment-là. C'était un peu difficile quand même. Et après, quelque part, ça m'a aussi... fait me rendre compte que c'est pas grave en fait à la fin. Je veux dire, et quoi, les gens m'ont vu pleurer et en fait je crois que ça, sur ça, je j'ai pas du tout envie d'étaler mes états d'âme, mais si ça m'arrive, ben voilà, c'est comme ça. Parfois on peut pas faire autrement. Donc je dois dire que je suis pas non plus dans une volonté de contrôle excessif par rapport à ça. Mais j'ai trouvé que ce qui était intéressant avec Colette, c'était cette manière qu'elle a de quelque part de mettre ses peintures de guerre. C'est-à-dire qu'il y a ce côté de je mets un coup de crayon sur mes yeux, un peu de mascara et je suis prête pour le combat. C'est-à-dire j'ai refait mon visage. Je peux affronter les regards. Et je crois qu'on a besoin d'avoir ce recours-là pour parfois affronter le monde. Mais moi, ça m'a fait penser aussi à quelque chose qu'on entend souvent dans le champ de la santé mentale, qu'on appelle le masking.
C'est-à-dire que, et c'est souvent quelque chose qu'on va retrouver chez les femmes qui ont une neuroatypie, qui sont sur le trouble du spectre autistique ou qui ont un trouble de l'attention, qui vont en fait faire redoubler d'efforts pour que cette atypie ne soit surtout pas détectée par la société, parce que le blâme sera d'autant plus fort quand on est une femme, et que très souvent on peine à détecter des troubles de l'attention, par exemple, chez les femmes, parce que c'est des décennies entières de faire l'effort de paraître dans la norme alors qu'on ne l'est pas. Ouais. Une question que je pose à tous mes invités. Charlotte, est-ce que vous étiez une enfant qui allait bien ? Oui et non. Enfin, à la fois, parfois, avec le recul, je me dis que je m'en suis bien sortie parce que voilà, j'ai perdu un parent très jeune. Voilà, il y a eu des choses qui ont été douloureuses et difficiles à des moments. Donc, je me dis, bon, j'ai quand même réussi à aller bien. Et après, il y a eu des moments... oui, où j'allais moins bien, où j'étais quand même assez mélancolique par moments, assez rêveuse, parfois trop sensible, pas toujours capable justement de retenir certaines émotions. Donc, je ne sais pas comment dire, est-ce qu'on va bien ou pas bien. Ça a été des phases, quoi. Mais ou non, j'étais pas, en tout cas, dans l'idée que tout allait bien. Non, parce qu'il y a des épreuves que j'ai vécues qui sont un retournement du monde. Hein, quand on perd un parent ou un frère, une sœur, il y a quelque chose qui s'effondre dans notre structure quand même. Donc ça joue infiniment, je crois. Ouais. Et vous parlez aussi, entre les lignes, de beaucoup de solitude. Vous dites que vous avez vraiment... d'ailleurs, là, c'est encore une fois où vous tirez des fils entre l'enfance champêtre et solitaire de Colette, et puis aussi le deuil très jeune de Marguerite Duras, où vous vous enveloppez encore dans ces autrices pour raconter un peu de votre réalité. Mais ce mot de solitude de l'enfance, vous le convoquez souvent sans qu'on sache si vous la regrettez comme une sorte de paradis perdu, ou si au contraire c'était quelque chose d'un peu subi, une forme de souffrance. À la fois... C'est ça qui est étrange, c'est que la solitude, j'étais très entourée aussi par ma famille, ma mère, mes frères, ma sœur. Enfin bon, j'étais pas dans une enfance solitaire, silencieuse, laissée à l'abandon. Je crois que la solitude, c'est à un moment donné aussi avoir l'impression que ce qu'on ressent, ce qui peut nous rendre tristes ou nous donner un sentiment d'injustice, on n'est pas encore tout à fait capable de le formuler, et du coup on a l'impression qu'on est seul au monde à le ressentir et que c'est pas toujours simple de mettre le doigt dessus, et je pense que moi j'avais très peur que tout s'arrête, que je perde à nouveau quelqu'un, que quelque chose de grave arrive. Donc cette urgence-là, cette impression que la mort est très réelle, j'avais pas l'impression que tous les autres enfants ressentaient les choses nécessairement comme moi. Et donc ça crée un peu un sentiment de solitude. Et que parfois, même entre frères et sœurs, on ressent les mêmes choses, mais il faut beaucoup de temps avant de pouvoir, en fait, partager ça aussi. Et il y a eu aussi le choix de votre maman de vous faire grandir un petit peu à l'écart aussi de la vie très exposée, dans une zone plus rurale, dans le sud de la France. Et ça, c'est quelque chose dont vous parlez comme d'un cocon. Mais au détour d'une phrase, je vous ai surpris à écrire, parfois quand on est très protégé dans l'enfance, l'exposition peut être d'autant plus difficile quand on sort du cocon. Oui, alors c'est pas totalement... Enfin, ça, j'en parle à propos de Colette, mais c'est pas forcément ce que j'ai vécu, parce que je crois qu'on a eu une chance infinie que d'avoir passé des années justement en Provence et dans une maison qui était justement... un cocon assez protecteur, mais en étant extrêmement exposé au regard à ce moment-là, et puis à des événements douloureux. Donc c'était pas une enfance surprotégée, et en même temps, il y avait quand même ce sentiment d'une maison qui était protectrice, et d'un environnement qui était très doux et très réconfortant. Donc du coup, je crois que certains, quand ils sortent de l'enfance, parce qu'ils ont été trop protégés, la moindre déception peut
peut les atteindre très fortement. Mais je pense que, en l'occurrence, moi, comme j'avais un peu vécu les deux, je pense que ça m'a aidé ensuite à traverser les premières épreuves de la vie d'adulte avec pas l'idée de quelque chose de trop idéal. Ouais, vous étiez un petit peu blindé quand même Ouais. d'avance. Ouais. Il y a l'écriture aussi qui a aidé. Dans le chapitre où vous retracez le portrait d'Anna Akhmatova, vous dites que vous avez toujours écrit. On vous voit écrire dans un journal intime à l'âge de 10-11 ans, envoyer des lettres à votre père disparu. Et ça m'a fait penser à quelque chose qui m'a longtemps travaillé sur cette incitation qu'on a envers les petites filles et les adolescentes à écrire un journal intime. C'est quand même une drôle façon de nous dire d'écrire que pour nous-mêmes. D'écrire à un endroit où c'est verrouillé, où c'est caché sous le lit, où ça n'est jamais destiné à être publié. Est-ce que cette écriture intime, qui était la vôtre à l'époque, elle avait une vocation à simplement vous parler à vous-même, vous rassurer vous-même, ou est-ce que c'est cette écriture-là qui se poursuit aujourd'hui avec La Fêlure ? Alors, c'était les deux, parce qu'à la fois, le journal intime, ça peut être un endroit secret où on se sent libre de pouvoir coucher ses idées et ses pensées sur le papier sans que quelqu'un vous juge. Donc, ça peut être sur ce mode-là, donc quelque chose d'assez solitaire ou pas forcément adressé. Et puis, quand même, je crois que j'avais aussi dans l'écriture une adresse, c'est-à-dire une manière de communiquer avec l'autre en écrivant justement des lettres, alors qu'elles soient imaginaires ou réelles. Mais moi, j'aimais beaucoup écrire, même à mes amis. Je crois que c'est aussi une manière de créer du lien pour moi, l'écriture. Et je pense que ça m'anime beaucoup de pouvoir justement toucher l'autre, de pouvoir l'interpeller. Ça a été très présent dans toutes ces lettres et ces petits mots que j'écrivais tout le temps. Et vous avez continué à le faire à l'âge adulte ? C'est souvent quelque chose qui est mis en avant comme une bonne pratique pour la santé mentale, le fait de tenir un journal, Alors, je ne le fais pas de documenter. manière très suivie, ça dépend des moments, mais j'ai toujours quand même bien aimé la sensation de l'écriture sur le papier et sur le carnet, le fait d'avoir un objet physique qui soit rempli aussi des ratures et puis je crois que même la forme de l'écriture change aussi. On n'écrit pas de la même manière, on forme pas les lettres de la même façon selon notre état. On gribouille des choses. Je trouve que c'est ça que j'aime bien moi dans le fait d'écrire dans un carnet. Ouais, c'est vrai qu'on voit mieux que sur un écran d'ordinateur. Oui, il y a quelque chose d'assez propre D'accord. sur l'écran. Et dans un carnet, il y a quelque chose qui autorise la rature et les tâches. Moi, j'aime bien ça. Il y a donc quelques lignes assez bouleversantes en ouverture du chapitre qui portent sur Balzac. Et alors Balzac, c'est vraiment surprenant, sert de support à une réflexion sur la dépression postpartum, pour appeler les choses à leur sens clinique, sur la profonde détresse dans laquelle peuvent être plongées parfois les jeunes mères. Et vous dites un peu plus loin, en parlant de cette nostalgie, ce pincement plutôt qu'une nostalgie d'ailleurs, qui vous saisit vous-même quand vous pensez à vos propres grossesses, à vos enfants quand ils étaient petits, que en fait le terrain secret de la maternité reste encore complètement à nommer, à éclairer. Pour vous, même s'il y a eu beaucoup de témoignages dans l'espace public, finalement on peine encore à comprendre cette contradiction qui réside dans le cœur des jeunes mères souvent. Ouais. Je crois que c'est un endroit très difficile à approcher, qui est tellement archaïque aussi, et que c'est pas quelque chose qu'on peut attraper facilement, que ça concerne aussi les hommes, ça concerne... c'est pas quelque chose... en fait, ce que j'ai essayé de dire et pourquoi j'ai choisi Balzac, c'est que c'est pas seulement la parole des mères, bien sûr, elle
compte énormément, la manière dont elles vivent cette expérience et de pouvoir exprimer plus librement leurs angoisses, c'est très important. Mais à mon sens, il faut aussi entendre les hommes sur ce sujet. Comment ils se débattent eux aussi avec cette inquiétude maternelle, parce qu'ils portent aussi l'inquiétude de leur mère qui les a mis au monde et qui s'est imprimée aussi en eux et qui se rejoue aussi à ce moment-là. Et que souvent, voilà, c'est quelque chose qui traverse les hommes aussi, cette inquiétude maternelle qui s'imprime très fortement. Et je crois qu'on est tous en prise avec la mauvaise mère ou la mère qui abandonne ou la mère qui étouffe, qu'on rejoue, voilà, ce lien archaïque dans ce qui peut avoir même de fantasmatique, voilà, sans cesse. Et que c'est pas, voilà, c'est pas 2-3 témoignages nécessairement qui permettront de libérer quelque chose à cet endroit-là. C'est infiniment difficile. Donc, je crois que c'est... Et puis très inavouable. C'est très, très inavouable. C'est très, très douloureux, je pense, combien de femmes qui n'ont même pas fait de dépression postpartum ou d'effondrement. Hein. C'est pas la question... De contempler que le très, très pathologique à cet endroit-là. Mais combien de femmes se sont demandé est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais être capable d'aimer mon enfant ou au moment où on le rejette, où on est traversé par des émotions excessives, on se dit qu'on n'est pas capable d'aimer son enfant. Alors qu'on sait au fond effectivement qu'on l'aime d'une manière inexplicable, viscérale. Il y a ces phrases, enfin, je pense que vraiment toute personne ayant donné naissance à un enfant verra de quoi vous parlez dans ces lignes. J'imaginais que les enfants des autres, eux, dormaient paisiblement, faisaient leur nuit à 3 mois, n'avaient pas de diarrhée, de toux, de fièvre. Je me sentais seule au monde, seule à manquer de compétences, de jugeote, de calme, de gestes assurés, de sang-froid, d'abnégation, de hauteur de vue. On voit aussi là une espèce d'attente, les très très hautes expectatives aussi que la société fait reposer sur les épaules des mères qui peuvent se retrouver aussi complètement écrasantes quand on est seul face au... C'est ça. Et en fait, c'est... Alors ça, Julia Kristeva, on parle beaucoup. Mais alors j'allais dire, j'avais quand même envie d'apporter une précision sur ce que vous venez de dire. Vous êtes très imbibée par la psychanalyse et votre livre l'est beaucoup. Et c'est pas forcément une thématique qui revient souvent dans Folie douce. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous recevoir pour qu'on en parle, parce que voilà, vous mobilisez Julia Kristeva, Anne Dufour-Mantel. Et c'est vrai qu'en psychanalyse, on va plutôt parler d'inquiétude maternelle plus que de dépression postpartum. On va pas aussi hésiter à convoquer la mère du père, comme vous convoquez la mère de Balzac dans votre ouvrage. Et c'est aussi en ça que je voulais contextualiser ce que quand vous nous parlez de cette mère abandonnique avec laquelle tout le monde doit lutter. C'est vraiment une perspective qui est très psychanalytique, hyper enrichissante. Et voilà, je vous laisse développer. Non, mais c'est plutôt l'idée, enfin en tout cas, ce que en tout cas, peut-être la psychanalyse peut apporter à cet endroit-là, ou en tout cas... c'est pas cartographier la pathologie nécessairement, mais c'est de dire que la maternité est une expérience passionnelle parce que c'est une expérience physique qui est quand même radicale et que voilà, c'est l'épreuve d'une séparation entre deux corps, ça va pas de soi. Y a un bouleversement psychique, physique qui est très, très important, et c'est pas du tout une expérience rationnelle. Et d'ailleurs, beaucoup de psychanalystes, d'ailleurs Winnicott aussi, parlent d'un état un peu de folie, mais qui doit se produire, c'est-à-dire que on est préoccupé toute la journée, même si on n'arrive pas à s'en occuper. On est omnibulé par ce qui nous arrive et parfois on déraille un peu. Mais c'est pas forcément, il faut pas le regarder comme quelque chose de purement pathologique. C'est que voilà, c'est un moment, et ensuite on réinvestit le monde, les choses se réorganisent autrement, mais le passage n'est pas facile. Et enfin, c'est très difficile d'en parler parce qu'il y a vraiment quand même
ce mythe de la mère qui est comblée de bonheur quand elle est enceinte et qu'elle met au monde un enfant. Qui va naturellement être parfaitement adapté aux besoins de son Voilà, bébé. et que si on peut pas l'éprouver, c'est scandaleux, c'est que on est quelqu'un qui va très 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 mal, que c'est toujours compliqué d'évoquer cela. Qu'est-ce que la psychanalyse a apporté à votre vie ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pratiqué aussi ? Je me suis posé la question en tant que patiente. Oui, bien sûr. J'ai fait une psychanalyse et j'ai beaucoup d'amis psychanalystes, mais pas que, aussi qui sont cliniciens, psychiatres. Donc, je ne suis pas dans une obsession de la psychanalyse, mais ce que je trouve fondamental dans ce que peut apporter la psychanalyse, c'est une écoute de la singularité. C'est-à-dire que la psychanalyse elle est très subversive depuis ses origines et que Freud, quand même, dès le départ, il a été complètement rock'n'roll, faut le dire. C'est pas du tout une vision conservatrice. Alors après, on peut dire oui, ça enferme dans Papa, Maman, l'Oedipe. Mais après, ce sont des structures mouvantes. C'est pas à la fin. C'est aussi une manière d'écouter le langage, d'écouter le sujet. Voilà, de faire cette exploration et de relier des signifiants aussi. Et donc, ça m'a toujours passionnée depuis très longtemps. Après, voilà, j'ai aussi une distance critique par rapport à le jargon psychanalytique. Parfois, peut être assez insupportable, incompréhensible, enfermant. Donc, voilà, c'est à prendre aussi par moments avec des pincettes. Oui, et puis c'est important de dire qu'il y a des psychanalyses, en fait, et des psychanalystes. Et il y a beaucoup de manières de la pratiquer. Et il y a des femmes très féministes comme Julia Kristeva qui ont mis les mains dedans, ou même Mélanie Klein, qui sont venues aussi un peu décortiquer l'aspect très patriarcal de l'approche freudienne. Bien sûr. Et puis, ou quelqu'un comme Laurie Lofer aussi. Laurie Lofer, que j'ai reçue dans Folie douce aussi. Voilà, qui a fait un travail aussi remarquable en revisitant aussi l'histoire de la psychanalyse de manière féministe. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez libre, je trouve. Et ça vous a apporté quoi à vous, personnellement, cette pratique ? C'est, je crois, un voyage, une exploration de soi qui est un peu effrayante aussi au départ, parce qu'aujourd'hui, on aimerait aller voir un psy et dire dis-moi de quoi je souffre, dis-moi ce qui ne va pas, pose-moi un diagnostic, donne-moi un protocole. Alors parfois, c'est absolument nécessaire. Je crois que parfois, le psychanalyste ne peut rien à certains endroits, ou s'il y a un traumatisme qui est important. Il faut prendre en charge les choses par d'autres biais que simplement d'écouter. Mais je trouve que de suspendre le jugement, c'est-à-dire sans chercher nécessairement de quelle pathologie je souffre, mais de tout simplement remonter le fil de la mémoire, et que parfois on arrive à approcher des endroits qui sont très enfoui, et ça peut prendre beaucoup de temps, il faut être assez patient. Donc c'est un peu un voyage. Voilà. Il faut avoir cette curiosité-là. Et ça, en fait, et puis faire une psychanalyse n'empêche pas d'aller voir un psychiatre, de faire une TCC, de faire de l'EMDR, d'avoir une approche par les sciences cognitives. En fait, pour moi, c'est complémentaire. Une approche complémentaire. Et qu'il y a quelque chose de l'ordre du transfert du lien dans une analyse qui est extrêmement fort et qui est assez mystérieux aussi. De toute façon, dans toute thérapie, c'est aussi l'attachement thérapeutique, l'alliance thérapeutique. Et ça dépend aussi beaucoup de la personne, en tout cas du transfert qui peut se passer avec quelqu'un. Et ça, c'est toujours aussi un peu énigmatique. Donc, c'est aussi beaucoup une question de rencontre et pas uniquement de méthode ou d'approche pure et dure. Et vous êtes allé au bout ? Oui. C'est incroyable. J'ai toujours l'impression que ça se termine jamais, une psychanalyse. Après, je connais des personnes qui sont depuis 20 ans. Oui, après, je recontinue, je vais sûrement y retourner. Enfin, c'est un travail incessant. Oui, c'est un peu le travail d'une vie aussi. Oui, je crois que c'est pas fini. Et c'est quelque chose qui est arrivé par la philosophie. Moi, ça m'a toujours surprise que
En programme de terminale en philo, il y a un chapitre sur Freud et la psychanalyse. Oui, moi, c'est venu... En fait, j'ai eu la chance d'avoir Robert Maggiori comme prof en terminale et qui a une connaissance extrêmement fine de la psychanalyse et de la psychanalyse de l'enfant. Et il nous avait fait un cours tellement incroyable là-dessus. Donc moi, ça m'avait complètement subjuguée. Et à ce moment-là, je crois que j'ai ressenti quand même le désir de faire de la psychanalyse. Et je crois que si j'ai un regret, en ayant fait cette expérience justement en pédopsychiatrie et en ayant fait un peu de l'observation, c'est que je crois que j'avais un peu une vocation à cet endroit-là, ou en tout cas, c'est quelque chose dans lequel je me sens très appelée par ça. Et je me dis, bon, je vais pas repartir faire des études de médecine, parce que je crois que j'aurais bien aimé faire de la psychiatrie. D'ailleurs, je vais faire une petite confession. J'adore lire des manuels de psychiatrie. Ok. Non, mais c'est vrai, ça me détend. Je trouve ça hyper... Je retiens tout. C'est vraiment un truc où j'ai... C'est extraordinaire. C'est le fait de voir les mécanismes des comportements humains comme ça, décryptés. Ça me passionne. Et c'est vraiment... pour moi, c'est des lectures agréables. Mais il n'est jamais trop tard. Oui, non. Regardez, moi je suis en études de psychologie. Là, bon, c'est pas médecine, hein, c'est un peu moins long, mais c'est vrai que, moi j'ai l'impression que ça n'a aucun sens de choisir sa voie quand on a 20 ans, parce qu'on commence à savoir plus ou moins qui on est plutôt vers 40. Ouais, c'est ça, exactement. Bon. Mais vous allez continuer à travailler avec des enfants. Là, je continue encore cette année. Et puis, pourquoi pas faire d'autres expériences avec d'autres types de services, parce que je suis quand même assez convaincue que la littérature et la philosophie ont une place dans un dispositif de soins et peuvent avoir plus de place, et que je crois qu'en s'adressant aussi à une certaine profondeur d'âme aussi, en disant vous êtes des sujets qui pensaient la condition humaine parce que vous vivez, et de le replacer dans quelque chose d'existentiel et pas seulement dans le champ de la pathologie. Je crois que c'est assez important aussi, que je crois qu'on peut vraiment explorer ça davantage. Et moi, j'ai vu à quel point on peut retisser beaucoup de choses autour d'un texte littéraire, autour d'un concept philosophique qui ouvre une porte tout à coup. Et j'aimerais bien continuer à le faire. J'avais aussi fait une expérimentation dans le centre trauma aussi, donc avec du psychotraumatisme à l'adolescence aussi. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais par exemple, Maya Angelou, c'est quelqu'un qui permet d'aborder plein de choses, notamment d'ados qui ont vécu des violences sexuelles, par exemple. C'est un support, enfin, en tout cas une médiation qui peut être très, très intéressante. Oui, je me suis dit, en lisant le passage dans le livre où vous décrivez cette démarche, que finalement, vous avez proposé à ces jeunes le soin par la philosophie, par la littérature, et puis c'est un peu ce que vous faites à vous-même aussi dans ce livre. C'est un peu la thérapie que vous appliquez à vous-même. Sortir du clinique pour rentrer plus vers le créatif, l'artistique. Oui, alors après, j'aime pas trop le mot pouvoir thérapeutique de la littérature, résilience, guérison. Tout ça, j'ai un peu essayé d'éviter ça dans le livre, parce que je crois pas que... Vous défoncez bien le mot résilience, d'ailleurs, dans le livre. Parce que je pense que tout le monde est... Enfin, la résilience, c'est pas forcément... évidemment que c'est souhaitable, mais il y a aussi de l'irréparable, il y a aussi des choses qui seront jamais surmontées, que certains événements nous durcissent à jamais à des endroits et qu'on pourra pas avoir de souplesse forcément, ou rebondir, et que ça laisse des traces, et que c'est pas toujours la résilience, elle n'est pas toujours possible pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu trop rentrer dans ce prisme-là, et ni de dire tout à coup, lisez des textes littéraires, vous allez tout à coup trouver une manière d'aller mieux, où ça peut avoir un effet thérapeutique. Moi, c'est plutôt la rencontre. Je crois que c'est aussi porté par la rencontre que j'ai pu faire avec ces jeunes filles, où on a créé un espace de rencontre, et la littérature permet
de se rencontrer, de pouvoir dialoguer, de sortir un peu de soi aussi. C'est surtout ça le grand pouvoir de la littérature. C'est toujours d'autres existences que la mienne, d'autres mondes que le mien. C'est une manière de se décaler aussi. Et ça, quand on est en souffrance, on a besoin à un moment de s'évader aussi. Et donc, on peut se rejoindre à un endroit et ça peut être porteur, mais c'est pas tout comme le psy est pas un guérisseur avec un pouvoir extraordinaire. C'est l'affaire d'une rencontre à un moment donné. C'est ça. Et je pense que même sans aller jusqu'à parler de guérison ou de thérapie, on peut parler de soins, je trouve, dans la démarche de raconter une histoire. Le soin, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que je crois que... Alors ça, le soin, j'y crois à fond. Et je pense que dans la culture, il y a du soin que justement... c'est une manière de prendre soin de son âme. Ça, j'y crois. Mais après, on ne peut pas savoir ce que ça fera. Et puis, il y a des moments où aucun texte ne peut... ça peut rien faire pour vous à cet endroit-là. Et donc, ça serait complètement illusoire de dire lisez La Fêlure, vous allez vous sentir super bien parce que, en fait, c'est mystérieux. On ne sait pas, c'est une rencontre à un moment avec un texte, une voix, on ne sait pas à quel moment ça se produit. Et puis, il y a des moments où il n'y a rien qui passe. Et c'était un peu mon exploration avec ces jeunes filles où le langage est vide, ne touche plus. Et je garde en tête cette jeune fille qui m'avait dit, quand je lis la lettre de Maya Angelou, qui est poignante, très émouvante, et elle me regarde et elle me dit, mais il y a ces mots-là, en fait, sur certaines personnes, je sais que ça fera aucun effet. Et c'est vrai. Il y a des gens qui sont totalement hermétiques. Il y a quelque chose qui s'est fermé. Les mots sont... il y a quelque chose de bloqué, de gelé. On ne peut pas les atteindre. Donc, Oui, et puis parfois, on est touché, comme vous l'avez dit au début de la conversation, par une histoire qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et on sait pas pourquoi. C'est ça aussi qui est intéressant quand vous parlez de cette chanson de Gigi Cale qui vous transperce. C'est quelques pages un peu qui flottent au milieu du livre que j'ai trouvé très belle. Et il n'y a pas forcément de lien direct entre sa vie et la vôtre. Et pourtant, il y a dans cette chanson-là quelque chose qui parle directement à vos cellules. On ne sait pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est très universel comme expérience. Et je sais aussi que je m'étais rendu compte avec la poudre que bien souvent... je recevais des mails de femmes qui me disaient il y a cette femme qui a vécu une histoire qui n'a rien à voir avec la mienne, qui est née dans un autre pays, qui a une autre enfance, une autre identité sexuelle ou autre, et je me suis profondément identifiée à elle à cause de telles phrases, de tels mots, telles formulations. Et ça, c'est heureusement d'ailleurs que ça se passe comme ça. Et il faut espérer en fait qu'il y ait une rencontre qui soit possible à un moment donné. Et on ne peut pas toujours... on peut pas en être certain, mais il faut l'espérer en tout cas. Avec le recul, Charlotte, quelle est la meilleure de toutes les thérapies ? Alors là, c'est dur parce que je ne suis pas sûre. Je dirais quand même... je ne peux pas en mettre plusieurs. Si, autant que vous voulez. Il y a aucune l'amour, l'amitié, la lecture. Waouh, c'est un très beau trio. Tiercé. Magnifique. Voilà, c'est les trois qui sont quand même pas mal. C'est trop bien. Merci infiniment, Charlotte. Merci. Merci à Charlotte Casiraghi pour son passage dans Folie Douce. Et n'oubliez pas, si vous voulez écouter Folie Douce sans publicité, vous pouvez vous abonner à mon Substack. Ça s'appelle La Douceur et il y a un lien dans la description de l'épisode. Ah oui, et aussi nouveauté, maintenant Folie Douce est sur YouTube en vidéo si vous préférez regarder. Folie Douce est un podcast conçu, produit et animé par Lorraine Bastide, à la production et à la programmation Marie-Laurence Chéry, au montage et au mixage Marion Emery. La musique du générique est une création originale d'Irma et les visuels sont de Louison Coulombe. Cet épisode a été enregistré au studio Creatory. Merci pour votre écoute. Retrouvez-moi sur Substack et sur les réseaux. Et en attendant, prenez soin de vous et prenez votre temps.